Voilà, donc dernière table ronde de la journée dans le cadre du Forum de l'accessibilité. C'est une table ronde donc, qui va mêler un petit peu l'échéance 2024 avec la tenue des Jeux Olympiques à Paris et également la marque d'État Destination pour tous. Alors, quelques changements dans les intervenants de cette table ronde. Donc, Jean-François Martin, en charge de toutes les questions relatives au tourisme et au sport à la mairie de Paris, s'excuse de ne pas pouvoir être là. Et également au niveau de la mairie, donc Marie-Hélène Bory, directrice de la direction du patrimoine et de l'architecture, arrivera d'ici une demi-heure à peu près. Donc dans l'attente, Roger Madec, notamment en charge de la marque Destination pour tous à la ville de Paris, parlera à sa place. J'accueille donc aussi Emma Delfaux, sous-directrice du tourisme à la direction générale des entreprises du ministère de l'économie et des finances, et Malik Bati, donc directeur général et fondateur de l'agence de voyage Yula. Bienvenue à tous les trois. Voilà. Donc, je vais commencer avec vous, Emma. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur la marque d'État Destination pour tous? Alors, simplement, je précise, dans la table ronde précédente, on a présenté la marque d'État Tourisme et Handicap. Voilà. Donc certains participants étaient déjà là. Donc voilà, à propos de la marque Destination pour tous. Alors bonjour, oui, la marque Destination pour tous, donc c'est une marque d'État qui est portée par le ministère de l'économie et des finances. Et contrairement à la marque Tourisme et Handicap qui vous a été présentée, la marque Destination pour tous a vocation à être attribuée au territoire. Donc non pas à des établissements, mais vraiment à des territoires, que ce soit des collectivités, des communes, voilà, qui ont une action particulière dans le tourisme accessible et l'accueil de l'ensemble des personnes qui ont plusieurs familles de handicap, mais aussi toutes les personnes à mobilité réduite, puisque c'est dans la perspective d'une accessibilité universelle. Donc c'est une marque qui a été mise en place dans le cadre de la loi accessibilité à l'issue de la loi accessibilité de 2005, et c'est une loi qui a la particularité d'être portée bien sûr par la DGE comme je vous le disais, mais aussi par la DGCS qui est notre partenaire sur cette marque. Donc c'est intéressant parce qu'il y a un travail aussi interministériel qui est donc fait sur cette marque. Alors il y a des innovations sur cette marque, je ne sais pas si vous voulez que j'en parle tout de suite. Oui. Alors, ce qui était intéressant, c'est que c'est une marque qui a déjà vécu. Ceci dit, on s'est rendu compte qu'elle était très exigeante, qu'elle avait des critères assez complexes, et le résultat était qu'il y avait relativement peu de territoires qui avaient été labellisés. Donc, au vu de ce constat, on a décidé de remettre un peu à plat cette marque, et il y a vraiment eu un groupe de travail assez récemment, là, donc à partir de ce printemps, qui a été mis en place avec bien sûr les départements ministériels concernés, mais aussi avec les acteurs du secteur et les associations, pour essayer de comprendre un peu ce qui bloquait et ce qui pouvait continuer à faciliter le fait qu'il y ait de plus en plus de territoires labellisés, et qu'on arrive finalement à une couverture de la France avec des lieux et des sites et des stations touristiques complètement accessibles pour ce type de clientèle. Alors, par rapport aux destinations, ou en tout cas au périmètre de ces destinations qui ont obtenu la marque d'État, j'allais dire Tourisme Handicap, Oui. Destination pour tous, donc il y a Amiens, Voilà. Ballaruc-les-Bains et Bordeaux. Donc Bordeaux en 2014, donc c'est sur les familles de handicap moteur et mental. On a eu aussi Amiens récemment, là dans le deuxième appel à projet. Amiens en 2017, donc c'est les handicaps moteurs et visuels. Et ensuite nous avons Ballaruc-les-Bains sur les handicaps auditifs et mentaux. Donc ils sont trois. Ancienne génération, destination pour tous non rénovée, et c'est au regard de leur retour aussi, les retours qu'ils nous ont pu nous faire, qu'on a pu aussi travailler à l'amélioration de cette marque. Alors justement, par rapport par exemple à la candidature de Bordeaux, de quelle manière, cette démarche est-ce que cette démarche a permis d'améliorer l'accessibilité du centre de Bordeaux, et comment Bordeaux s'y est pris pour entraîner dans ce projet les professionnels du tourisme, par exemple, les hôtels, les restaurants, les musées, les monuments? Alors je pense que les collectivités abordent ça d'une façon très constructive, c'est-à-dire qu'elles considèrent que c'est vraiment
une attractivité de leur destination qui se joue à travers ça, à travers l'accueil de ce public. Et c'est intéressant parce que quand on parle d'accessibilité universelle, c'est certes pour les personnes à besoins spécifiques qui ont des handicaps, mais c'est aussi pour tous les touristes et aussi pour les habitants. Donc pour une collectivité, c'est très intéressant de travailler sur ce sujet parce qu'on va avoir des effets positifs pour les citoyens, les habitants, et puis pour les touristes étrangers qui ne sont pas forcément en mesure voilà, de comprendre notre langue, les familles avec des poussettes, des enfants en bas âge, les personnes âgées qui n'ont pas forcément de graves handicaps mais qui ont des difficultés motrices, et puis les handicapés sur l'ensemble de leurs besoins. Donc à partir de là, Bordeaux nous a dit, et c'est vrai qu'on a eu un colloque en mars 2017 là, qui nous a vraiment permis d'avoir ce retour, qui nous a dit que c'est à travers cette accessibilité universelle qu'ils ont travaillé. Et ils constatent aussi qu'il y a une fidélisation de cette clientèle, parce que quand une clientèle comme ça voit que l'accueil est à la hauteur, qu'ils sont bien traités et qu'ils ont des structures qui sont complètement ouvertes à leurs besoins, et ils reviennent aussi plus fréquemment. Donc c'est sur ces sujets-là que les collectivités travaillent et sont intéressées, et c'est sur ces arguments qu'elles arrivent à embarquer l'ensemble des professionnels. Est-ce qu'il est possible de chiffrer l'augmentation de fréquentation des touristes en situation de handicap sur ces périmètres? Alors on aimerait, et à terme c'est ce qu'on fera, sauf que là c'est un peu jeune. Bordeaux n'a pas le recul encore nécessaire, et Ballaruc et Amiens encore moins. Ils notent, voilà. Mais pour l'instant on a du mal à vraiment chiffrer l'impact. Ceci dit, c'est important parce que le chiffrage économique du retour sur investissement de ces investissements qui sont souvent conséquents pour une collectivité sont essentiels pour montrer aux autres qu'il y a un vrai avantage à y aller. Donc nous, au niveau des ministères, on va suivre ce chiffrage. On a déjà commencé à intégrer ces paramètres aussi dans une étude sur la satisfaction des clientèles étrangères et françaises qu'on fait tous les 2 ans pour voir aussi la satisfaction qualitative aussi de ce type de clientèle, aussi sur la marque d'ailleurs Tourisme et Handicap. Ça nous permet aussi, nous, de voir si ces marques sont complètement adaptées à leurs besoins, ce qu'on espère. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que le fait qu'on ait rénové la marque la marque Destination pour tous, c'est intéressant parce que d'une part, ça ne renie pas le fondement de ces marques qui est l'accessibilité, vraiment l'accessibilité physique des lieux, mais ça a mis une part plus grande à tout ce qui est offre touristique, offre de services, innovation et accueil. Et ça, finalement, on se rend compte qu'une ville, dans sa politique, elle a certes le besoin d'avoir des infrastructures urbaines complètement accessibles, c'est-à-dire avec des spécificités. Pour autant, si derrière ce n'est pas adossé à une vraie politique d'accueil, à une vraie réflexion sur ces gens, une fois qu'ils sont dans cette ville, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils visitent, qu'est-ce qu'on leur propose, quels sont les types d'hébergements qu'ils ont à disposition et quel est l'accueil qu'on va leur réserver, ça ne sert à rien. Ce n'est pas parce que les trottoirs seront accessibles que les touristes auront envie de venir. Et donc, la marque renouvelée Destination pour tous a cette ambition, c'est-à-dire de rééquilibrer ces 2 paramètres, de valoriser les innovations, parce qu'on l'a vu aussi avec la présence de start-up, il y a dans ce secteur plein de choses à faire en termes d'outils, d'accompagnement, de réflexes à avoir pour enchanter un peu le séjour de ces clientèles. Et puis faire aussi la part belle à tout ce qui est les efforts des professionnels, alors eux-mêmes en tant que tels, sur l'accessibilité, à travers par exemple la marque Tourisme Handicap, mais aussi à travers l'accueil global des touristes. On a une marque qui s'appelle Qualité Tourisme et qui là est dédiée à des sites qui accueillent les touristes, mais pas seulement pour des publics à besoins spécifiques. Et ça aussi, ça doit être à valoriser. Donc on a vraiment retravaillé dans ce sens et on espère que ça permettra aux collectivités de comprendre qu'à travers cet investissement, elles font un investissement global pour leur destination.
Est-ce que, alors c'est peut-être secret, mais est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les villes actuellement candidates ou pour les prochains Alors maintenant qu'on a un nouveau, un nouveau référentiel de cette destination pour tous, on va sans doute très prochainement lancer un appel à projet, puisque en fait on fonctionne par appel à projet. Et évidemment, on a commencé déjà à sonder, et puis on est sollicité par des villes qui se disent intéressées. Donc sans déflorer, je pense que Paris est vraiment mobilisé sur le sujet, notamment du fait de cette préparation des JO. Ils rencontrent mes services et on est en train de construire avec eux ce que pourrait être une destination parisienne, destination pour tous. On a d'autres villes avec lesquelles on est en pourparlers, Toulouse et Nice notamment, qui ont manifesté leur intérêt. Alors ce qui est intéressant aussi, et vous le voyez dans la première vague de labellisés, c'est que cette marque est adaptée à tout type de ville. C'est-à-dire qu'on a les plus gros comme les plus petits. Et ça, c'est l'enjeu qui est important pour nous, c'est qu'on puisse avoir une offre pour ces touristes à besoins spécifiques qui ne soient pas que concentrés dans les grandes villes qui ont certes des moyens importants, mais aussi que ça soit une marque qui soit accessible pour les plus petits territoires avec des critères qui sont complètement accessibles, c'est le cas de le dire, pour eux dans leur démarche. Donc ça, c'est conservé dans cette version 2 de Destination pour tous. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cette marque rentre dans une vraie politique du gouvernement à travers notamment la feuille de route du comité interministériel du handicap qui a vraiment souhaité que Destination pour tous rentre dans la stratégie du gouvernement en matière d'accessibilité et d'implication de l'ensemble des collectivités et de toute la destination France vers ce public. Merci. Donc, transition avec la ville de Paris. Roger, la ville de Paris, donc en 2016, novembre 2016, le Conseil de Paris a voté sa première stratégie tourisme 2022, dans laquelle l'action numéro 29 fait état que la ville entre dans une démarche destination pour tous, marque d'État destination pour tous. Où en est cette action, donc l'action numéro 29 de la stratégie tourisme? Est-ce qu'un périmètre se dessine un petit peu et quelle est la méthode que vous allez utiliser pour entraîner avec vous justement les professionnels du tourisme, dont certains se trouvent peut-être dans cette salle? Voilà, en gros. Oui, il est bon de rappeler effectivement que la ville de Paris a voté son conseil il y a déjà donc fort longtemps, disons 6-8 mois, son schéma directeur donc du tourisme qui prévoit que la ville de Paris est candidate à destination pour tous. On ne savait pas à l'époque qu'on aurait les Jeux Olympiques, je signale quand même. Bon, mais on avait déjà cette volonté. Le fait qu'on les ait obtenus fait que là, je crois qu'il y a une nouvelle dynamique qui effectivement donc s'opère. Bon, d'autre part, il existe aujourd'hui un réseau des villes accessibles dans le monde. Et la ville de Paris, en tant que capitale, ne veut pas non plus se soustraire à cet objectif. Donc, tout concorde aujourd'hui pour qu'effectivement, donc, nous obtenions, ou nous essayons d'obtenir le label, parce que, comme il a été dit, il n'est pas donné. Il n'est pas donné. Pourquoi? Parce que il faut connaître parfaitement son territoire pour savoir ce qui est accessible et ce qui ne l'est pas. Et toute la conversation que nous avons eue depuis ce matin, et la dernière table ronde avant celle-ci le montre bien, c'est de pouvoir collationner de façon sûre, évidente et parfaitement exacte ce qu'est l'accessibilité de chaque bâtiment. Alors, quand on met tout bout à bout, et quand on regarde toutes les plateformes effectivement donc, qui peuvent exister, on se rend compte quand même qu'il y a des trous dans la raquette, quoi. Il faut être très clair. Et que donc pour former effectivement, donc vous pouvez répondre à votre cahier des charges, les collectivités locales ont effectivement donc des difficultés. Donc premier point pour nous, c'est d'une part de faire en sorte que la ville de Paris soit exemplaire elle-même. Or, nous avons 2200 ERP et sur ces 2200 ERP aujourd'hui, pratiquement 500 uniquement sont accessibles. Les autres ne le sont pas encore et donc on a 9 ADAP de déposés
qui vont s'échelonner donc sur 9 ans jusqu'en 2024, avec, comme l'a dit ce matin M. Norman, plus de 70 millions d'euros, et avec des contraintes particulières qui sont liées à un bâti que chacun peut comprendre que dans certains arrondissements, il est effectivement donc très fiché. Donc, il va falloir que, et c'est déjà parti, nous puissions donc très rapidement nous mettre en ordre de bataille pour que on puisse arriver à ce que nos propres installations, aussi bien les musées, les équipements sportifs, mais aussi les squares, on n'en a pas parlé, les IOP, les installations ouvertes au public, puissent être accessibles. Accessible effectivement aux 4 handicaps, ce qui fait que là encore il y a une difficulté qui est assez importante, notamment parce que là aussi ça dépend un petit peu, je dirais, des établissements que nous avons à gérer. Donc ça, on a déjà une base de données de 2200, on sait à peu près où on en est en 2014. En 2017, on est en train de faire le tour après 3 ans en fait entre 2014 et 2017 pour savoir où nous en sommes exactement, pour savoir où en est notre patrimoine. Une fois qu'on aura effectivement donc l'ensemble de ces données, qui font partie d'ailleurs d'une base de données que l'on a sur paris.fr, qui est le site de la ville de Paris, que l'on peut effectivement, comme tous ceux que l'on a déjà évoqués, on peut effectivement donc également donc y aller. Il va falloir qu'on le mette en open data, nous aussi, parce qu'on comprend bien aujourd'hui que c'est que par la mutualisation de l'ensemble des données que chacun pourra apporter à des plateformes, que l'on pourra avoir des consultations qui peuvent être consultables par tout le monde, avec des données les plus fiables possibles et de la manière dont effectivement et qui pourront donner une visibilité, une transparence. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, donc dans Destination pour tous, il a été dit, il n'y a pas uniquement que notre patrimoine à nous. Il y a également donc le patrimoine qui est aussi complexe que les banques, la poste, tous les services liés à la vie quotidienne des gens, les commerces de bouche, on a parlé des hôtels, on a parlé des restaurants, on a parlé... Bon, et bref, quand on voit effectivement donc à Paris comment les choses se situent, c'est chaque pas de porte qu'il faut regarder les uns après les autres. Et ça, c'est pas évident. Quand on regarde le registre public d'accessibilité dont on a parlé également aujourd'hui, on se rend compte que tout ce qui est en 5e catégorie, c'est-à-dire les commerces de proximité, ont fait leur registre public d'accessibilité pour l'instant. Hein. Et il va falloir effectivement donc les entraîner. Donc là-dessus, on va effectivement donc mobiliser bien évidemment nos soutiens entre guillemets institutionnels, qui est le politique, hein, pour voir avec la CCI, pour voir effectivement donc avec les différents ordres que sont les ordres des notaires, parce qu'ils ont aussi un certain nombre d'éléments. Il y a les ordres des médecins, il y a l'ordre des pharmaciens. Enfin, il y a tout un travail qui reste, je dirais, donc à collationner pour pouvoir y arriver. Bon. Alors là-dessus aussi, il faut que notre open data de la ville puisse être assez, comment dirais-je, attractif pour que tous les gens qui sont un peu émiettés puissent venir effectivement donc sur cette open data pour qu'effectivement donc il soit effectivement donc transmissible après sur les plateformes. Donc ça c'est je dirais de quelque chose d'important. Bon. La deuxième chose qu'il faut bien comprendre de mon point de vue, c'est que et on l'a dit également, mais je le ressouligne, il y a les travaux à faire, il y a la communication qu'il faut effectivement donc travailler, et ça je crois que on en a parlé pour que les gens puissent venir de plus en plus sur les plateformes où la nôtre elle marche pas. Hein. Je dis tout de suite à la ville, quand on a regardé le nombre de gens qui venaient pour savoir si une piscine était accessible ou pas, ou tel et tel équipement, on n'a pas grand monde, quoi. Alors ça doit être noyé quelque part dans des tas de communication que l'on donne, nous, ville, parce que bon, voilà, on a beaucoup de choses à dire, à communiquer, ce qui fait que peut-être c'est un peu ennoyé et que ça ne ressort pas assez par rapport aux gens qui doivent venir. Alors,
de ce point de vue-là d'ailleurs, donc j'ai lancé un marché qui va effectivement donc pouvoir regarder quelque chose qui me semble également donc très très important, c'est ce dont les gens souhaiteraient avoir sur ces plateformes. Donc là-dessus, on va travailler avec toutes les grandes associations donc, qui peuvent nous aider dans la démarche qui avait été un peu, je dirais, donc celle de la deuxième table ronde de ce matin. C'est-à-dire, qu'est-ce que les usagers, les gens véritablement vont chercher sur la plateforme pour construire ensuite, je dirais, leur itinéraire, ce dont ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils veulent connaître en fait. Parce qu'aujourd'hui, bon, force est de constater que bon, on a un certain nombre de choses réglementaires et il a été dit aussi que ça ne suffisait pas. Donc, dans quelle mesure on peut, je dirais, donc attraper certaines choses qui ne sont pas purement réglementaires, mais qui servent quand même donc aux gens. Ça, il va falloir effectivement caler en sachant quand même que c'est extrêmement lourd au niveau d'une ville comme Paris. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est, je crois, l'accueil. Alors là, on est très mauvais. Enfin, bon, on va pas raconter d'histoire. On est très mauvais. Mauvais, quoi. Bon, alors, bon, comme on est mauvais, comme on le sait, on a passé des marchés, là, pour qu'effectivement, donc, on puisse maintenant former notre personnel de tous les jours à l'accueil. Vous êtes ici dans une mairie, la 3e, on en a 20 à Paris, plus la centrale, bon, enfin, celle qui est hôtel de ville. On a des quantités énormes, 2200 établissements recevant du public. Vous voyez un peu le nombre de gens qu'il faut former, c'est environ entre 8000 et 10 000 personnes. Il faut former, je dirais, donc à pouvoir accueillir ces gens-là, parce que vous avez beau être dans les normes, des fois ça ne suffit pas. Il a été dit aussi que, en dehors des normes précises, le fait de pouvoir aider les gens, alors que l'on n'est pas totalement conforme, c'est aussi quelque chose qui peut effectivement donc permettre et aider à l'accessibilité. C'est peut-être le plus important d'ailleurs. Bon. Donc tout ça, effectivement, donc, est à mener et reste devant nous à faire. Alors peut-être dernier point sur les périmètres. Alors là, on n'a pas encore trop bien, je dirais, encore dessiné les périmètres. Alors bien évidemment, comme toujours à la ville, il y a des monsieur Balzen. On dit, ce serait bien, puisque vous connaissez les sites olympiques, que tous les sites olympiques fassent partie du périmètre. Donc, commence, il y a la Tour Eiffel, il y a le Grand Palais, après il y a effectivement donc l'Arena dans le 12e, puis aussi dans le 19e, il y a tout ce qui concerne la Villette. Et puis ça suffit pas, parce qu'on dit, bon, bah si ça, c'est comme ça, il faudrait les relier. Et donc les relier, ça veut dire les questions de transport, ça veut dire les questions de mobilité, donc qui doivent également être étudiées pour savoir un peu où on en est de ce côté-là. D'autre part, certains disent que c'est l'axe Seine complet qu'il faudrait là aussi intégrer. Et puis on ne peut pas, alors là, dire, bah, si les gens viennent à Paris et qu'effectivement donc ils le viennent pour les Jeux Olympiques, il y a aussi les grands monuments qu'il faudrait également intégrer. Ce qui fait qu'on est quand même devant, je dirais, une problématique qui est assez complexe à résoudre. C'est pour ça que je dis que meilleure des choses, c'est peut-être de partir de ce que nous avons, nous, aujourd'hui, comme données, de regarder sur ces périmètres-là, à partir des données-là, quels sont les manques que l'on aurait à combler, et peut-être à partir donc de là, véritablement de tracer les périmètres, quoi. Parce qu'on va être obligé, à un moment donné, d'aller complètement sur le terrain pour véritablement finaliser complètement le dossier. Voilà un petit peu, je dirais, donc notre vision des choses pour aboutir à cette marque. Ok. Emma, peut-être que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à l'intervention de Roger. Ben, que les services de l'État sont là pour accompagner, hein, parce qu'on a bien conscience que c'est une grande marche. Maintenant, plus il y aura de villes qui seront dans cette démarche, et Paris donne souvent le là, mieux ça sera. Donc voilà, les prochains mois seront dédiés aussi à travailler de concert pour voilà, essayer d'aider, d'orienter et de faciliter voilà, l'accès à cette marque.
Merci. Là maintenant, je vais laisser la parole à Malik, qui a pas mal de choses à nous dire, je pense. Donc Malik, avant toute chose, je te laisse présenter Youla et également quelques mots sur ta contribution à la préparation de la candidature au JO de Paris pour 2024. Et ensuite, l'idée, c'était que tu nous parles un peu des bonnes pratiques que tu as pu relever à Rio. Et ou alors des mauvaises pratiques, enfin des choses qui peuvent être très améliorées. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux à Paris? Qu'est-ce qui n'a pas marché à Londres et à Rio? Ou ce qui risque de marcher très bien à Tokyo? Voilà. Okay. Bonjour à tous déjà. Donc moi je suis l'heureux fondateur d'une agence de voyage qui s'appelle Youla, qui a la particularité de proposer au public handicapé des séjours sur tous les grands événements sportifs au monde. Et ça depuis 2010, puisqu'on a lancé l'agence avec cette idée en proposant la Coupe du Monde en Afrique du Sud, qui était donc la première Coupe du Monde avec une agence officielle dédiée au public handicapé. L'agence s'est développée depuis avec une offre touristique assez conséquente. Et finalement, si on fait un petit bilan quelques années plus tard, on est devenu leader sur le marché des séjours sur mesure à destination du public handicapé, avec plus de 50 destinations couvertes à travers le monde et plus de 1000 voyageurs par an qui voyagent avec nous et nous font confiance. J'ai eu donc le plaisir et l'honneur de contribuer grandement à la candidature de Paris 2024, puisque forcément le monde du sport est un petit milieu et que j'étais identifié par pas mal de monde sur la place parisienne, et donc j'ai été sollicité depuis le début, c'est-à-dire l'étude d'opportunité qui était vraiment la première phase du projet, celle durant laquelle on a rassemblé finalement autour de 16 groupes de travail, des citoyens, des entrepreneurs, le monde associatif, des professionnels du sport, des professionnels du tourisme, bref, tout l'écosystème qui pouvait être amené à contribuer, à donner des idées et à donner son avis sur l'opportunité d'une candidature pour Paris. C'était des ateliers qui étaient très intéressants puisque finalement, en fait, avec Paris 2024, on a constaté que dès l'étude d'opportunité, il y a des idées très intéressantes et très concrètes qui sont sorties. Et je pense que c'est la grande différence avec la candidature précédente, en 2012. C'est que le fait de faire participer les citoyens, c'est-à-dire des gens qui sont au contact au quotidien des problématiques du territoire, mais qui sont aussi des connaisseurs de ces grands événements, il y a des idées qui sont sorties. Et une idée très concrète qui est née de cette concertation, c'est la semaine olympique et paralympique dans les écoles, qui a été déjà mise en place et qui va se poursuivre. Et si on se projette un petit peu, ce simple petit événement d'une semaine dans les écoles, en fait, c'est 700 000 personnes qui sont sensibilisées au handicap, sensibilisées à l'olympisme et à toutes les valeurs qui en découlent. Donc quand on veut faire changer le regard d'une société, la faire évoluer, les Jeux olympiques et paralympiques sont un levier extraordinaire. Je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui ont eu l'occasion d'aller aux Jeux. Je pense que dans le monde entier, dans tout ce que vous allez faire dans votre vie, l'événement Jeux olympiques et paralympiques est un événement unique au monde. Il n'y a aucun événement qui peut réunir les gens de cette manière-là. On parle de 10 500 athlètes sur les deux événements au total. On parle de 206 pays représentés. Et on parle de plusieurs millions de spectateurs qui convergent vers une même ville, et vers un même pays, avec le même but. Participer à un événement, y contribuer, partager, et surtout, finalement, partager la même passion du sport qui réunit tout le monde, indifféremment de son drapeau, de son origine culturelle, de sa religion et de tout ce qui nous différencie au quotidien. Donc c'est effectivement un levier important pour Paris. Et je pense que Paris 2024 l'avait bien compris, puisque l'objectif n'était pas seulement de candidater pour remporter l'organisation des Jeux, mais dès le début, Paris 2024 a eu pour objectif de se servir des Jeux comme un levier pour Paris et un levier pour le pays, c'est-à-dire notre jeunesse, avec l'exemple que je vous ai fourni il y a quelques instants, l'accessibilité dont vous parlez depuis ce matin, mais qui est un axe essentiel et transversal pour la première fois dans une candidature, c'est-à-dire que ce sujet a été intégré à toutes les questions
que l'on parle de la communication, que l'on parle de l'accueil du public, que l'on parle de l'accueil des spectateurs, de l'accueil des athlètes, des officiels, des arbitres, des journalistes. L'accessibilité concerne finalement tous les sujets. Et pour la première fois, c'est un sujet qui a été vraiment pris en compte dans cette candidature. D'ailleurs, le président de l'IPC, lors de sa visite à Paris, a dit que c'était la première fois qu'il voyait une candidature aussi complète sur ce sujet-là. Et c'est bien dire l'importance qu'on avait mis. Et donc, effectivement, si on fait le parallèle avec les autres candidatures et les autres pays qui ont eu les Jeux avant nous, pour ma part, j'ai eu la chance d'assister à 2 Olympiades. Oui. Bonjour, bienvenue. Donc j'ai eu la chance de participer à 2 Olympiades, mais également à 2 Coupes du Monde de football. Donc en 2010 en Afrique du Sud pour la Coupe du Monde de football, en 2014 au Brésil, puisque le Brésil a eu la bonne idée d'organiser la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques et Paralympiques derrière. Et à Londres en 2012, donc pour les Jeux qui, dans l'imaginaire de tout le monde, sont les Jeux exemplaires, mais qui, dans mon esprit à moi, ne l'étaient pas. Ce que j'ai remarqué avec ces grands événements et ces grandes villes qui accueillent ces événements-là, c'est que toutes ces villes-là, tous ces pays ont évolué entre le moment où j'y suis allé pour la première fois et le jour de la cérémonie d'ouverture, quand j'y suis retourné. En général, il me faut à peu près 2 ans pour préparer mes offres, parce que je prends le temps de repérer, je prends le temps de comprendre aussi comment fonctionne le pays, parce qu'on ne va pas travailler de la même manière au Brésil et à Londres. Au Brésil, il faut apprendre la langue, parce qu'on ne négocie pas en anglais, mais on est obligé de parler portugais. Donc il faut se mettre au portugais. Il faut comprendre comment fonctionnent les gens. Et surtout, lorsqu'on fait voyager des personnes handicapées, il faut comprendre quel est l'environnement local pour permettre à nos voyageurs en situation de handicap de s'y intégrer et de profiter des services qui existent sur place. Donc ce qui veut dire une bonne connaissance aussi du milieu associatif local, pour s'appuyer sur eux et proposer par exemple à nos voyageurs d'aller à la plage avec des tirs à l'eau, parce que c'est une association brésilienne, Carioca, sponsorisée par Michelin, qui fournit ce service gratuitement aux Brésiliens, donc à Rio. Et ça, si on ne va pas passer du temps sur place, c'est impossible de le découvrir. Donc il faut comprendre cet environnement pour proposer ça à nos clients. Et donc les Jeux, pour vous donner quelques exemples concrets, Copacabana, ça fait rêver tout le monde, c'est la plage, c'est la carte postale brésilienne. Copacabana en 2012 et Copacabana en 2014 n'étaient pas le même Copacabana. Les trottoirs n'étaient pas adaptés. Pourtant, c'est la plus grande plage du monde, qui fait à peu près 4 km si on fait Copacabana, et on rajoute 1 km si on va vraiment jusqu'au bout, jusqu'à Lemay. Donc 5 km de plage qui se poursuivent jusqu'à Ipanema-les-Blons. Donc c'est une balade qui fait à peu près plus de 10 km de plage en plein centre-ville, sur ce qu'on appelle la zone Azul, qui est la zone la plus touristique de Rio. Cette zone-là n'était pas adaptée avant la Coupe du Monde 2014. Elle a été adaptée, donc tous les trottoirs, tous les cheminements ont été repensés, la signalétique a été repensée. Le métro Carioca a été adapté à sa manière. Les bus brésiliens, lorsque je suis arrivé la première fois au Brésil, j'ai été assez surpris de voir des logos sur l'ensemble des bus indiquant une accessibilité. Et quand je suis monté dedans, en fait, il n'y avait rien. Et donc j'ai compris en discutant avec les gens que l'accessibilité brésilienne, c'était que le chauffeur aidé de quelques passagers allait porter la personne en fauteuil roulant pour leur faire monter dans le bus. Dans un bus qui n'a pas de plancher plat comme nos bus, mais qui a 4-5 marches bien hautes. Voilà, c'est le quotidien d'un Brésilien qui doit se déplacer, qui doit prendre le bus pour se déplacer au quotidien. Tout ça, ça a bien changé. Si on fait un petit bilan, puisque aujourd'hui Rio est une destination qu'on propose encore, puisque on propose le carnaval de Rio, donc on partira en février prochain pour le prochain carnaval avec des voyageurs français.
Donc Rio, aujourd'hui, c'est une ville qui s'est tournée vers le tourisme, aussi pour ce public-là, avec des hôtels aussi qui ont fait des efforts pour se rendre accessibles, qui communiquent davantage aussi sur son offre, des associations qui se sont développées autour de ces événements-là pour proposer aussi des solutions et des activités à ce public en situation de handicap. L'autre impact très fort des Jeux, c'est que l'offre sportive pour le public handicapé s'est considérablement développée pendant la période des Jeux jusqu'en 2016, avec de gros investissements mis en place par le comité olympique et paralympique brésilien. Beaucoup de moyens pour développer la pratique sportive amateur quotidienne, mais également la pratique professionnelle, avec des bourses qui ont été mises en place pour les sportifs brésiliens. Donc ça découle directement de l'organisation des Jeux, et c'est un parallèle automatique qu'on peut faire avec Paris 2024, parce que bon, c'est pas très politiquement correct ce que je vais vous dire, mais je le dis parce que c'est mon ressenti aussi à force d'aller sur ces Jeux et d'être supporter, c'est que en fait depuis quelques années, les résultats des équipes de France sont en dessous des résultats de pays beaucoup moins développés que la France en termes d'infrastructure, mais tout simplement beaucoup moins développés, parce qu'on va parler de pays du tiers-monde. Et quand on regarde le classement final des médailles, on se retrouve en 10e, 13e position, parfois même plus loin, alors qu'on est la 7e puissance mondiale. Et si on prend le classement en fait, des médailles, le classement des médailles sur les Jeux ne reflète pas du tout le classement des puissances économiques. Parce qu'aujourd'hui, les Jeux, concrètement, sont un levier de marketing mondial pour l'ensemble des pays en voie de développement. Un petit pays comme le Qatar n'existait pas avant qu'il mette en place sa stratégie sportive. Aujourd'hui, on peut le situer sur la carte. Si on prend l'exemple de l'Ukraine, la Russie, la Chine, qui sont des pays qui ont une politique sportive très importante, ils l'ont mise en parallèle avec leur politique économique. Et donc la France a pour ambition, avec Paris 2024, relancer sa politique sportive, mais dans son ensemble, avec tout un pan de la politique qui va être aussi de favoriser l'accès au sport au quotidien. Et ça fait le parallèle avec beaucoup d'actions qui ont été mises en place pendant cette quinzaine olympique et paralympique, pendant la journée olympique à Paris, l'activation de partenariats avec des grands groupes qui vont faire en sorte que leurs salariés se mettent au sport, mais au sport bien-être. Donc toute cette politique sportive-là, en fait, elle va le découler de Paris 2024. Parce que Paris 2024, toute cette politique, comme je vous disais tout à l'heure, elle est aussi en amont des Jeux, mais on va y laisser aussi un héritage, et cet héritage, ça va être une politique sportive sur le long terme, une accessibilité sur le long terme, et tout un tas de choses qui vont encore découler de Paris 2024, et qui, je l'espère, seront un peu mieux gérées que dans d'autres villes. Alors, par rapport au retour d'expérience de tes clients, et par rapport, toi, aux bons exemples que tu as vus, qu'est-ce qui pourrait servir d'exemple pour le futur périmètre choisi dans le cadre de la marque d'État Destination pour tous au niveau de Paris, et tout ça en vue effectivement de l'accueil des Jeux Olympiques 2024? Moi, je pense qu'il y a deux exemples majeurs si on fait le parallèle avec les Jeux, c'est Barcelone et Londres. Barcelone, parce que c'est une ville qui s'est transformée avec les Jeux, qui s'est tournée vers la mer, qui a transformé le port olympique. Aujourd'hui, c'est une des destinations les plus accessibles, pour ne pas dire la plus accessible du monde. On s'y déplace facilement, on a une offre culturelle riche, on a des sites touristiques facilement accessibles, des transports en commun totalement adaptés. Donc c'est un vrai exemple à suivre, avec aussi une transformation de quartier en plein cœur de ville, un village olympique qui s'est transformé ensuite en hébergement et en quartier d'habitation, puisque ce qu'on appelle aujourd'hui le port olympique, en fait, toutes les habitations qui sont derrière, c'était en fait le village olympique des Jeux de Barcelone. Donc ça, c'est l'exemple premier, et celui
que j'aime citer. Ensuite, Londres, parce que Londres a évolué, mais Londres s'est surtout axé sur une politique qui était de transformer l'East London, qui était un quartier un peu compliqué, avec beaucoup de pauvreté, mais aussi beaucoup de trafic de stupéfiants, etc., qui était peu fréquenté des Londoniens. Donc ils ont réussi la transformation de ce quartier, et surtout ils ont réussi à reconnecter ce quartier avec le reste de la ville, et à le rendre accessible grâce à la transformation du métro et le choix stratégique des stations qui a été fait pour rendre accessible le métro londonien. La Jubilee Line, la ligne grise sur le plan, a été totalement transformée grâce à Londres 2012, puisque la bonne partie des stations du centre ont été adaptées, et ensuite cette ligne allait directement au parc olympique. Donc Londres a eu un choix simple à faire, c'était cette ligne qu'il fallait adapter, parce qu'elle permettait de reconnecter le centre avec East London, de rendre accessible à tous, puisque c'est accessible aux personnes handicapées, mais aux autres également. Et ensuite, Londres, on parle souvent des problématiques qu'on a, on l'a encore dit, c'est souvent malheureusement une excuse française de dire on est une ville ancienne, on a des bâtiments anciens, c'est compliqué, il y a le patrimoine effectivement, mais à Londres, on n'est pas là. En termes d'âge de bâtiment, je pense qu'on est assez proche. Et pourtant, quand vous allez à Londres, y compris la plus vieille église a fait l'effort de mettre une rampe et a trouvé une solution pour mettre une rampe. Donc ça, c'est clairement quelque chose dont il va falloir s'inspirer. Et il va falloir arrêter de se cacher derrière la loi et la norme pour dire on ne peut pas faire. Il y a une chose qui est importante avec Paris 2024. On est très fiers de les avoir. Les derniers, c'était il y a 100 ans. Il y a 100 ans, il n'y avait ni YouTube, ni Facebook, ni Twitter, ni Instagram. Donc ce qui ne marchait pas, on ne le voyait pas. On en a un beau souvenir. Ce qui ne marchera pas à Paris restera. Donc on n'a pas le droit de se tromper. On a mis la barre très très haute. Donc il va falloir faire les choses pour que ça marche. Et un des sujets importants, soyons clairs, puisqu'on est là pour ça, c'est l'accessibilité. Si Paris ne se transforme pas et ne se met pas au niveau des autres capitales mondiales, Paris restera à sa place de leader sur le tourisme pour tous, pour les valides, et pour le public handicapé, restera en dessous comme ça l'est en ce moment. Donc ça, c'est quelque chose que je dis volontiers, parce que je suis quand même assez détaché en tant qu'entrepreneur, j'ai cette liberté de parole, donc je préfère le dire, parce que je pense que c'est un point important, et il va falloir faire les choses pour que ça se passe bien. Merci pour ton intervention. Donc nous a rejoint Marie-Hélène Bory, directrice de la direction du patrimoine et de l'architecture de la mairie de Paris. Donc Roger nous a fait un petit peu une présentation du projet de Paris, donc dans le cadre de sa stratégie tourisme, notamment 2022, action numéro 29, de candidater à la marque d'État Destination pour tous, qu'Emma Delfaux nous a ensuite présenté nous l'a présenté avant. J'avais prévu quelques questions pour Jean-François Martin, qui n'est pas là, notamment un peu sur la question du transport. Après, moi, volontairement, je n'ai pas convié la RATP ou Île-de-France Mobilité parce que ça aurait pu faire l'objet d'une table ronde à part entière. Et la journée n'était pas suffisamment longue pour ça, donc dans un autre temps. Je voudrais peut-être vous poser une question supplémentaire par rapport à ce que vous avez dit, Roger. D'après vous et d'après le projet de Paris, donc de candidater à la marque Destination pour tous, quels seraient les plus gros chantiers hors transport en commun? Parce que là, effectivement, il y a le problème du métro, mais au niveau des établissements recevant du public parisien, au niveau du patrimoine, on a parlé de l'aspect patrimonial, et ça fait partie d'une des dérogations possibles au niveau de la loi. Quels sont les plus gros chantiers, les chantiers les plus difficiles pour cette candidature-là? Merci à tous. Je vous prie d'excuser mon retard. Une journée très très compliquée, mais elle va se terminer mieux qu'elle n'a commencé. Donc, moi, je suis la directrice des constructions publiques et de l'architecture. On a changé de nom juste pour dire, en fait, le sujet patrimonial, vous avez raison.
c'est un frein, pas plus qu'un autre. Je veux dire le côté historique, et ce n'est pas le principal frein de notre point de vue. Le chantier vers lequel on voudrait s'orienter, c'est... Enfin, j'étais très sensible à ce que vous avez dit sur le choix de la ligne de métro, par exemple, pour Londres, ou de Copacabana pour le Brésil, ou le port olympique pour Barcelone. Derrière ce que vous dites, j'entends un choix de périmètre privilégié, peut-être. Et nous avons la chance pour les Jeux Olympiques à Paris d'avoir déjà une sorte de périmètre avec, on va dire, la Seine et puis vers le nord au milieu. Nous devrions, on en parlait pas plus tard qu'hier dans des réunions internes, probablement concentrer nos objectifs et notre souhait de visibilité sur ces itinéraires, y compris les sujets d'accès aux espaces publics. Donc la difficulté, c'est que c'est grand. C'est grand, voilà. Alors c'est vrai que vous dites que Copacabana c'est 10 km. Peut-être que notre zone n'est pas plus grande, mais elle est peut-être plus construite. Enfin, je suis assez impressionnée. Je vais dire autrement, je suis assez impressionnée. C'est pas un exemple à suivre non plus le Brésil, puisque les Les Jeux étaient, mais en fait le site des Jeux de Rio était très compliqué puisqu'il était situé à Barra. Barra da Tijuca, qui est de l'autre côté de la ville, est clairement pas accessible aux spectateurs, en tout cas difficilement. Donc les atouts que je ressens en écoutant ce que vous avez dit, monsieur, c'est donc finalement nos sites, nos sites ne sont pas dispersés en fait dans Paris. La deuxième chose, c'est qu'on a 30% des Parisiens qui sont engagés dans une action associative. La maire de Paris vient de le dire dans son compte-rendu de mandat, à mi-mandat. On savait que les Parisiens étaient très engagés dans les actions associatives, mais alors vraiment à ce niveau-là, ça a été quand même une découverte. Et dans ce que vous avez dit, nous prêchons aussi beaucoup pour ça. Certes, les bâtiments doivent être améliorés, peuvent être améliorés. Il y a des limites à ça, les bâtiments, les bus, etc. Et la question du service associé aux bâtiments nous paraissent aussi importantes. Et avec les modifications législatives qu'on a eues sur les sujets d'accessibilité, cette question de pouvoir parler aussi non seulement de l'aménagement physique des bâtiments, mais aussi des services qui peuvent se développer autour et de la notion d'accueil dans nos équipements publics, c'est des pistes qui nous intéressent beaucoup. Et puis vous avez aussi parlé de partenariat. En fait, vous avez beaucoup parlé de partenariat avec des grands groupes ou avec des associations. Moi, il me semble que c'est des choses que nous devrions pouvoir développer parce que, quelque part, que les sites soient accessibles, on fera de notre mieux, évidemment. L'exécutif nous demande de le faire. Nous avons quand même un petit peu de temps. La chance que nous avons, c'est de ne pas avoir beaucoup de stades et autres à construire. Donc, on va pouvoir peut-être se concentrer là-dessus. Voilà, mais la chance que nous avons quand même, c'est que nous avons un énorme tissu d'acteurs, en fait, sur le terrain. Et on a 7 ans pour faire ça, quoi. Voilà, un petit peu ce que je voulais dire. Le plus gros chantier, c'est probablement la continuité et l'information, la mise à disposition de l'information, parce que pour faire des parcours fluides, eh bien en fait, il faut rassembler un nombre important d'informations. Quel équipement sportif est accessible et comment? Et en même temps, le parcours pour y arriver, est-ce qu'il est accessible sans obstacle? Et en même temps, le transport en commun et les musées, les théâtres, les espaces sportifs, etc. Nous y travaillons, mais on voit que on a des milliers d'équipes, enfin il s'agit de milliers et de dizaines de milliers de points d'entrée. Et nous avons à travailler ces plateformes de mise à disposition de l'information. Et nous espérons compter, en fait, sur les organismes peut-être comme le vôtre ou comme les associations de personnes handicapées elles-mêmes pour venir nous aider à définir les bonnes informations, celles qui sont utiles. Nous puissions bien comprendre les besoins d'information, mettre à disposition sur nos plateformes, à l'OTCP ou à la Maison du Handicap, ou même sur paris.fr, les bonnes informations utiles. En fait, on n'est pas les mieux placés pour définir les informations utiles. Nous avons besoin de contact avec les gens qui sont comme vous, on dirait des médiateurs, avec les personnes handicapées elles-mêmes, pour être sûr de ne pas se tromper et mettre à disposition les infos. Ça n'enlève rien qu'il faut, évidemment, bien sûr, ça n'enlève pas qu'il faut adapter les parcours et les équipements. Voilà. Mais un équipement adapté sans que la personne concernée ne le sache, ou que les médiateurs que vous êtes ne le sachent, ça sera...
Il y a une petite chose sur laquelle je peux compléter. Il y aura bientôt, le site Tour Eiffel est quelque chose de très 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 important dans le sujet des Jeux, et bien entendu, non seulement le site olympique Tour Eiffel, mais la Tour Eiffel, enfin l'accès à la Tour Eiffel elle-même fera l'objet de toutes nos attentions à ce sujet-là. Oui, pour tout ce qui est information, la table ronde précédente donc traitait notamment de ça. Les façons. Infos, on n'est pas du tout les mieux placés pour connaître celles qu'il faut et sous quel format il le faut. Autant notre devoir, c'est de mettre à disposition de l'info et qu'elle soit robuste, à jour, mais sous quelle forme, ça c'est vraiment difficile pour nous. Merci. On va passer aux questions, si vous en avez. Il nous reste quelques minutes. Natacha Madeuf, je suis en reconversion dans l'accessibilité. Alors moi, c'est pas tant une question, c'est plus pour appuyer votre propos, Malik. J'ai vécu pendant 7 ans à Londres. Je suis arrivée en 2006, l'année où les JO ont gagné le fait de pouvoir avoir où l'Angleterre a gagné le fait de pouvoir avoir leur JO à Londres. L'année également où il y a eu les bombes, parce qu'il y en a eu. À l'époque, effectivement, il n'y avait rien qui était en place. J'y ai vécu jusqu'en 2011, donc j'ai pas vu les JO, mais j'ai vu la transformation, littéralement, de la ville là-bas. Ça me tient beaucoup à cœur pour le coup. Effectivement, l'Est de Londres a changé littéralement, pour l'avoir vu avant et après. L'accessibilité n'était pas que à l'Est de Londres, elle était aussi dans le centre et pas que sur la Jubilee. On peut le voir quand même sur beaucoup de lignes là-bas. Eux aussi avaient effectivement ce problème d'ancienneté, de patrimoine. Je veux dire, là-bas, tout date de l'époque victorienne. Leur canalisation date de l'époque victorienne, par exemple. Ils sont en train de refaire entièrement leur canalisation. Et pourtant, ils ont mis tout en œuvre pour pouvoir avoir les choses en place, accessibles pour les JO. Et pour moi, Paris devrait faire exactement la même chose et arrêter de se poser des problèmes là où il faut trouver des solutions tout simplement. Voilà. Des réactions à cette remarque, Malik? Je suis pas pessimiste je suis pas pessimiste sur l'organisation des Jeux, puisque justement, si on les a gagnés, c'est qu'on avait un projet fort. Et la candidature de Paris 2024 a vraiment intégré beaucoup de choses. Je vous ai parlé de l'étude de concertation, mais après, une fois qu'on a décidé de candidater, il y a eu une autre phase qui a été un peu plus précise, on va dire, puisqu'il fallait rendre un dossier de candidature. Et là, on avait différents groupes de travail. Moi, j'ai travaillé sur celui qui concernait l'héritage des Jeux, et plus particulièrement l'accessibilité et le handicap. On a vraiment travaillé sur des idées concrètes, sur les priorités à mettre, que ce soit en termes de transport, en termes de, comme je disais tout à l'heure, d'accueil du public, mais d'accueil des athlètes, etc. également. Donc, a priori, on a gagné les Jeux. Tout ce qu'on a dit dans le dossier, on va le faire. On est censé le faire. Donc je suis confiant, puisque si on fait ce qu'on a dit, a priori, on sera meilleur que Londres. Maintenant, après, il y a des arbitrages politiques, financiers, il y a des priorités aussi sur certains projets. Ça nous dépasse. On n'a pas toutes les cartes en main. Mais si en tout cas Paris 2024, lors de sa constitution, fait ce qu'il a dit qu'il allait faire, on y arrivera. C'est certain que nous allons faire tout ce qui est écrit dans le programme de candidature, et en particulier, nous n'avons aucune inquiétude sur tout ce qui est comment pourrais-je dire, sur les équipements des Jeux eux-mêmes, les sites, les abords des sites, les sujets, mais voilà, évidemment que le nouveau quartier des médias, et ça, il n'y aura aucun problème. Le nouveau quartier en Seine-Saint-Denis, comme vous le savez, là, il n'y aura évidemment aucun problème. Quand on est dans de la construction, enfin l'urbanisme et de la construction neuve, enfin
oui, nouvelle, ce qui est le cas de la partie sur la Seine-Saint-Denis, ça, il n'y aura aucune difficulté. On s'attaque ce à quoi nous nous attaquons, ben, c'est ce périmètre qui se trouve dans Paris, qui est quand même relativement long, hein, entre l'Arena et la Tour Eiffel, c'est quand même relativement long. Voilà, donc nous sommes engagés là-dedans, mais on ne va pas vous dire ici que c'est facile à faire. Vous nous avez demandé qu'est-ce qui était difficile, donc je vous ai répondu sur ce qui était difficile. C'est objectivement un petit peu compliqué. Allez, je vais être pas trop politiquement correct, un tout petit peu comme vous. Les Parisiens n'ont pas très bonne réputation sur l'accueil en général. Mais nous avons fait beaucoup de progrès depuis quelques années, n'est-ce pas? Ce n'est pas vous qui allez me contredire. Oui, on a un observatoire du tourisme. On a un observatoire. Il y a des études qui sont menées, effectivement. Voilà, nous avions une très mauvaise réputation, certainement pas du tout méritée, mais nous avons fait beaucoup de progrès, je crois, sur l'accueil en général, touristique, commercial, etc. Voilà. Sur le sujet de l'accessibilité pour le handicap, par exemple, pour les équipements recevant du public de la ville, nous sommes maintenant dans une situation où non seulement nous progressons sur la partie hard bâtiment, mais aussi sur la formation du personnel pour l'accueil des personnes en situation de handicap dans nos équipements. Là, je parle de de tout le monde, qu'ils soient parisiens ou touristes, visiteurs. Voilà. Donc, il est certain qu'on va se mobiliser et y arriver. Mais vous me demandiez quelles étaient les difficultés. Ben, je dois vous dire quand même que de l'Arena à la Tour Eiffel et en remontant jusqu'au 19e arrondissement, là, ça nous fait quand même un périmètre qui est quand même un peu engageant. Voilà. Y compris les berges de Seine, par exemple, aujourd'hui, il y a un petit sujet sur les berges de Seine. Pour certaines personnes en fauteuil roulant, par exemple. Voilà. Donc, mais comme je le disais, on est en 2017, c'est 2024, on a 7 ans, on va quand même y arriver. Voilà, c'est ce qu'on a entendu de ce que vous disiez. Oui, Marie. Bonjour, donc Marie Ayel du Comité régional du tourisme, donc une association liée à la région. C'est plus un complément d'information sur, on va dire, l'hospitalité, la réputation des Parisiens franciliens, parce que là, je vais aussi parler de la casquette Île-de-France. Au CRT, nous, on fait des études tous les ans sur la satisfaction des visiteurs. Et malgré tout ce qu'on croit, là, on a eu les chiffres du premier semestre 2017, excusez-moi, et on est à plus de 93% de taux de satisfaction. Je précise juste, donc notre étude, en fait, on interroge tous les ans plus de 54 000 touristes quand ils repartent de Paris-Île-de-France. Donc on les interroge sur les aires d'autoroute, aux aéroports de Paris et d'Orly, dans les TGV, Eurostar, etc. Donc voilà, donc, souvent on est un peu complexés, les professionnels franciliens, en se disant on est plus sympa ailleurs. Écoutez, nos touristes sont quand même satisfaits, donc félicitations à vous tous. Et je pense que c'est important de le souligner aussi, qu'on arrête les Français d'être toujours un peu crispés là-dessus. Il y a des très belles initiatives en matière de qualité, d'hospitalité, d'accessibilité sur le territoire Paris-Île-de-France. Et je pense que ça mérite d'être souligné. Et évidemment qu'il y a encore plein d'efforts à faire en termes d'accueil, en termes de gestion des langues étrangères, de transport. Enfin, on ne va pas tous les citer aujourd'hui. Je tenais peut-être juste à souligner une action que nous, on a pu faire au CRT. Peut-être certains d'entre vous en ont entendu parler ou en tout cas l'ont vu. C'est les volontaires du tourisme qu'on avait déployés l'hiver dernier et l'été dernier. C'était des jeunes en gilet violet que vous avez peut-être croisés aux abords des sites touristiques du Louvre, du musée d'Orsay, dans le métro, à Provins, à Fontainebleau, à Versailles, qui étaient là en fait pour orienter, informer nos visiteurs sur ce qu'il y avait autour d'eux, sur les transports, etc. Et je pense que ce genre d'action, alors c'est pas pour, je suis pas en train de valoriser le CRT plus qu'une autre institution, mais vraiment l'accueil, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, ça passe aussi par là. Et je pense que c'est important qu'on soit tous un peu ambassadeurs de la destination, des JO, et ça à nos différents niveaux et dans nos différents métiers, qu'on soit en front office direct ou pas d'ailleurs. Voilà, merci. Merci Marie pour ce complément. Une dernière question peut-être, il reste 2-3 minutes. Non. Alors, c'est juste un complément, oui, parce que le risque, s'il y a un risque, c'est qu'on focalise toute l'attention, toute l'énergie sur Paris, ce qui est bien.
Mais après Paris, il y a aussi toute la destination France. Et nous, notre rôle, c'est aussi de rééquilibrer les territoires pour que aussi les touristes comprennent qu'il y a plein de choses à voir avec des spécificités régionales très intéressantes. Et que, en fait, ces JO soient l'occasion qui est une figure de proue qu'est Paris, mais qui drive derrière tous les territoires qui se disent si Paris est au niveau, il faut que nous, toutes petites villes, grandes villes, soyons aussi à niveau sur l'accessibilité, parce que aussi des gens qui vont venir pour les JO, peut-être, vont aussi décider à cette occasion de visiter la France et quelques endroits en France. Donc c'est bien aussi que tout ce qui soit fait à Paris soit publié, soit... pour que d'autres destinations se disent c'est le moment aussi de faire les investissements au bon moment pour pas être en retard et que finalement il y a une marche très haute entre ce que Paris va mettre en place et après nos territoires hors Île-de-France et hors Paris. Peut-être juste pour, excusez-moi, mais pour compléter, d'un point de vue touristique, un touriste, lui, il s'en fiche de venir à Paris, Saint-Denis, Fontainebleau ou Provins, il vient à Paris. Donc c'est finalement un peu notre tambouille interne administrative entre la ville, la région, l'État, etc. Un touriste, il vient dans la destination France, comme vous avez très justement dit. Et s'il a une mauvaise expérience à Bordeaux, Paris, Marseille, Saint-Denis ou Fontainebleau, il retiendra que la destination France, il y a eu un souci. Donc on a tous intérêt non, là je vais faire à s'unir avec les JO. Mais voilà, d'un point de vue touristique, nos échelles administratives, elles n'ont... aucune valeur, vraiment. Alors, je vais essayer de faire un petit mot de conclusion. Emma, bientôt un nouvel appel à candidature de la marque d'État Destination pour tous. Roger Marie-Hélène, donc un périmètre qui n'est pas encore précisé à l'échelle parisienne, donc pour candidater à la marque d'État Destination pour tous, peut-être le long de la Seine, on ne sait pas trop où. Dont l'objectif, vous l'aurez compris, est de permettre à des usagers, à des touristes en situation de handicap de passer 3 ou 4 jours à Paris et pouvoir aller visiter des musées, des monuments, aller chez un infirmier, aller à la boulangerie, aller dans un supermarché, à l'hôtel bien sûr, et dans des restaurants. Malik, par rapport à tout ce que tu as dit, donc en 2024, il faudra et nous serons meilleurs que Londres, Rio. Et Tokyo, on ne sait pas encore parce qu'on n'a pas encore trop vu les résultats. Ce que j'entends dire, je pense qu'on sera meilleur. Bon. Moi j'ai entendu qu'ils étaient bons. Pour l'instant, c'est pas... Ah bon? Non. Voilà, donc merci à vous 4 d'avoir accepté mon invitation pour intervenir. Et puis merci à vous d'avoir participé au forum. Je vous invite à aller voir les exposants au 2e étage si vous êtes là encore un petit moment. Ils sont là jusqu'à 6h. Voilà, merci d'être venus.